Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 3 juin et voici les titres. L'équipe de rugby A15 de la Principauté n'accédera pas finalement à la Fédérale 1 après une défaite face à Nantua en huitième de finale. Nous recevrons le président de l'AS Monaco Rugby, forcément déçu malgré une belle saison. Ce mardi, la Roca Team s'apprête à vivre une nouvelle finale en championnat de France. Les Monégasques ont leur titre à défendre face aux Parisiens. Dans ce journal, les réactions d'avant-match de Sasa Obradovic et de Eli Okobo. Retour sur la 41e édition du meeting international de natation, avec notamment 4 records, dont celui du Mare Nostrum au 100 mètres nage libre, qui datait d'il y a 30 ans. Les auteurs du prix coup de cœur des lycéens de la Fondation Prince-Pierre sont allés, comme chaque année, à la rencontre des membres du jury, des lycéens du secondaire de la Principauté. On connaissait le Stars and Bar, puis le Conscientiae. Cet établissement change désormais de nom pour s'appeler Le Marius, avec une cuisine provençale. Au fourneau, le chef étoilé Sébastien Sanjou, qui sera notre invité ce soir. La musique aura largement sa place dans cette édition. Nous reviendrons sur la tournée au Japon de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. L'OPMC y a donné 6 représentations. Et enfin, le pianiste international né à Monaco, Nicolas Horvat, a donné un concert à l'Auditorium au profit de l'association L'Arche, qui vient en aide aux personnes handicapées mentales. Nous ouvrons une page sport pour débuter avec les différents résultats du week-end. Pour commencer, la défaite de l'AS Monaco Rugby en huitième de finale ce dimanche face à Nantua, 20-12. Pour rappel, Monaco l'avait emporté au match aller, 23-17. Les Monégasques s'arrêtent aux portes de la Fédérale 1. Pour revenir sur cette saison, avec nous le président du club, Thomas Riquet. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez bien parti au match aller de ces huitièmes de finale face à Nantua. Vous gagnez de 6 points. Au match retour, la Cata, vous perdez de 8 points et vous n'accédez donc pas à la Fédérale 1. Puisque si je ne me trompe pas, les équipes qualifiées pour les quarts montent en Fédérale 1, c'est ça ? C'était la condition sine qua non. Effectivement, il fallait perdre de moins de 6 points ou gagner tout simplement ce match. Et aujourd'hui, les supporters ont le cœur lourd et le président a le cœur lourd aussi parce qu'effectivement, on a eu la balle de match, la pénalité de la gagne qui est venue se fracasser sur le poteau. Oui, vous avez une pénalité en votre faveur et ça ne l'a pas fait, c'est ça ? Oui, c'est ça, on a montré beaucoup de caractère, on a refusé la défaite jusqu'au bout et on s'est offert cette balle de match avec beaucoup de courage. Et c'est comme ça, c'est le sport, ça n'a pas voulu basculer de notre côté, c'est effectivement très cruel parce qu'on y a cru jusqu'au bout, mais c'est ainsi. Comment vous le voyez? Comment est votre verre? Il est à moitié plein, moitié vide? Parce que vous n'accédez pas à cette division supérieure, mais en revanche, vous effectuez quand même une belle saison, même si j'imagine que là, vous l'avez dit d'ailleurs, vous êtes déçu. Oui, on est encore sous le coup de la déception, mais on y a cru, on n'était pas programmé pour monter en Fédérale 1, ça c'est une réalité. Après, voilà, le chemin s'est fait, et beaucoup de confiance engrangée. L'équipe a pris, il y a eu un travail formidable de la part de tout le staff, de David Bolgachvili, de Florian Romain, qui sont allés puiser le meilleur de cette équipe, de cet effectif, qui n'était pas forcément programmé pour monter en Fédérale 1. Et finalement, tout le monde s'est pris au jeu, et on y a cru jusqu'au bout. Et après, une fois que vous êtes là, c'est Monaco, on est gourmand. On parle de notre équipe première, mais l'école de rugby a très bien fonctionné. On a un arbitre qui est en Pro D2, on tourne à plein régime. Donc effectivement, c'est bien, ce sera un apprentissage nécessaire. Et comme je dis, c'est le chemin du succès et on construit quelque chose. Donc voilà, c'est qu'une étape. Ça, c'était une émotion qui finit pas très bien, mais c'était magnifique. Vous fixez déjà des objectifs pour l'année prochaine, des idées également de recrutement par exemple ? Oui, c'est sûr que maintenant on est un club attractif, on existe, les clubs en face nous respectent, on est dans une division maintenant où ça joue au rugby, où le spectacle il est magnifique, on a eu la chance d'avoir la présence de Monseigneur il y a 15 jours pour le 16e de finale à la maison, il est resté toute l'après-midi avec nous, je pense qu'il a vu l'émotion que peut provoquer le rugby et ces émotions-là, voilà, doivent exister à Monaco et voilà, on n'aspire pas à ce que tout le monde joue au rugby à Monaco, mais on veut que ces émotions puissent être vécues en Principauté. On peut dire d'ailleurs entre l'équipe de France qui s'entraîne à Monaco, le rugby à 7, votre équipe de rugby à 15, on peut dire désormais que Monaco est une terre de rugby? Je pense qu'on peut dire ça. D'abord pour le rugbyman qui est ici, et je pense qu'il peut prendre un plaisir fou. Les gens qui vont venir nous voir, effectivement, le panel de ce qu'il y a comme émotion en rugby aujourd'hui en Principauté est magnifique. Et c'est pas le tournoi de qualification olympique dans 15 jours qui va me dire le contraire, ou la victoire d'Antoine Zegdar hier dans le World Series à Madrid, qui finit champion du monde de Seven. Donc voilà, ça nous a un peu réchauffé le cœur hier, même si on était triste. Mais oui, effectivement, l'aventure rugby en Principauté, maintenant, elle est bel et bien sa place et ça fait que commencer entre guillemets. Et quelles sont vos actus prochainement là? Qu'est-ce qui va se passer au niveau du club?
Bah, il y a une actualité passionnante puisqu'il y a effectivement il y a tous les tournois de fin d'année pour l'école de rugby. Il y a les jeunes qui sont encore qualifiés en phase finale, donc on suivra ça de près. Mais il y a surtout l'assemblée générale du club mercredi. C'est une année élective. Moi, ça fait 6 ans que je suis président maintenant, donc on parlait effectivement de nouvelles énergies, de nouvelles ressources. Voilà, on espère qu'il y aura un maximum de monde. Voilà, tout le monde un peu frustré de cette défaite et qui aura envie effectivement d'amener peut-être ce qui nous a manqué cette année. Il ne nous a pas manqué grand-chose, donc si on a un peu d'aide de nouvelles personnes, ça ne fera pas de mal du club et à la structure du club. Donc avec plaisir, je donne à tout le monde un rendez-vous mercredi pour l'assemblée générale du club et pour que le rugby continue à grandir à Monaco. Thomas Riquet, même si vous n'avez pas réussi à accéder à cette Fédérale 1, on vous félicite quand même pour cette belle saison et on vous retrouve de plus belle l'année prochaine. Merci Thomas Riquet. Allez, merci beaucoup de m'avoir reçu. On change de sport et de ballon. En basket, la finale de Betclic Elite entre Monaco et Paris débute mardi soir avec le match 1 à la salle Gaston Médecin. Pour info, les joueurs monégasques auront eu un peu plus de temps de repos. Ils se sont qualifiés plus rapidement que les Parisiens, qui, on le rappelle quand même, ont éliminé la Roca Team en Leaders Cup cette année. Une finale qui promet donc d'être à la hauteur. Ce midi, le coach monégasque Sasa Obradovic ainsi que l'arrière Eli Okobo se sont présentés en conférence de presse. Écoutez leurs impressions avant le début de cette finale. Ça va être intense, les deux équipes veulent gagner, ils ont fait une très bonne saison et nous on veut finir avec un titre pour partir un peu plus apaisé. Donc ouais, à tous les niveaux, ça va être la bataille avec les extérieurs, les intérieurs, défensivement ça va être très important et voilà, rien donné de facile. And we have to respect, first of all, they did a great season so far. They don't have a pressure, to play the finals. For us, like I said, everything is, there. I also think, we have a very good season. One ball, being in a Final Four would be amazing. So we still, has to, finish good. This is the main thing, and I believe all guys here understand this. C'est vraiment une défense collective qu'il va falloir mettre en place, aider, contester, pas les laisser avoir la balle facilement, faire des fautes s'il y a à faire des fautes et pas laisser de deuxième chance à l'équipe dans l'ensemble. Mais je pense que ce sera la clé et on a pu le voir sur les 2 rencontres qu'on a fait en championnat de France. Premier match de finale du championnat de France ce mardi 18h30 à Gaston Médecin. Le Stade Louis II qui a accueilli samedi et dimanche la 41e édition du meeting international de natation de Monte-Carlo, 3e et dernière étape du Mare Nostrum. Vous avez peut-être suivi cet événement en direct sur Monaco Info ce week-end, commenté par Frédéric Elion. On vous retrouve justement, Frédéric, quels ont été les temps forts de cette édition ? Pour le 30e anniversaire du Mare Nostrum, Fabien, Sunwoo Wang a offert un beau cadeau au public venu à la piscine du Stade Louis II pour assister au 41e meeting international de natation de Monte-Carlo. Le Coréen a effacé des tablettes le record mythique d'Alexander Popov. 48 secondes 21, un chrono qui avait permis aux Russes de battre le record du monde du 100 mètres nage libre à Monaco en 1994. 30 ans après, Wang est passé sous la barre des 48 secondes 47,91. Un temps canon, un record du Mare Nostrum et une victoire devant Tom Dean et Shane Nivold. Autre temps fort, Fabien, le carton plein de Christophe Milak en papillon. Le Hongrois, recordman du monde du 200 papes, bat le record du Mare Nostrum dimanche sur le 100 mètres papillon en 50,75. La veille, il s'impose également sur le 200 mètres papillon, avec à la clé un nouveau record du meeting de Monte-Carlo en 1,53,94. La nageuse de Hong Kong, Siobhan Bernadette Hoguet, remportait le classement général du Mare Nostrum 2024, avec notamment une victoire et un record du Mare Nostrum sur le 200 mètres nage libre samedi en 1,54,53. Et puis côté français, Fabien, Marie Vatel termine deuxième du 100 mètres papillon en 57,90 devant la niçoise Lilou Rossancourt qui améliore son record personnel en 58,04. De bon augure avant les championnats de France à Chartres du 16 au 21 juin où les nageurs et nageuses tricolores devront aller chercher leur qualification pour les Jeux Olympiques de Paris.
Merci Frédéric. Sport toujours à Roland-Garros. Le représentant de la principauté, Hugo Nys, s'est incliné en double avec son compère polonais Jan Zelenski en 2-7 ce lundi en début d'après-midi lors du 3e tour de ce tournoi du Grand Chelem, un des plus prestigieux au monde face aux têtes de série numéro 1 du tournoi, Granollers Zeballos. À saluer les beaux résultats en gymnastique du Féminasport avec une 5e place du championnat de France de National 1, ce qui leur permet d'assurer le maintien. Quant à l'équipe de National 3, elle est championne de France. Le Féminasport qui accueillera l'équipe olympique féminine de gymnastique du Japon mi-juillet avant les JO de Paris. On referme cette page sport, mais toujours en bref. Vous le voyez, l'ambassadeur d'Italie à Monaco, Giulio Aleimo, en poste depuis 2020, vient d'être fait commandeur dans l'ordre de Saint-Charles, une distinction remise par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II ce lundi en fin de matinée au Palais. Il y a un mois, le jury du prix coup de cœur des lycéens de la Fondation Prince-Pierre dévoilait les 5 ouvrages en lice sélectionnés cette année. Comme le veut la tradition, les auteurs de ces livres sont allés à la rencontre des membres du jury ce lundi, des lycéens du secondaire des établissements de la Principauté. Un moment riche en enseignements qu'ont suivi pour vous Émilie Rousseau et Lionel Bernardi. C'est un instant qu'ils attendent avec impatience, pouvoir comprendre, lever le voile sur certaines interrogations qu'ils ont eues au fil de leur lecture. Ces élèves de seconde de lycée de la Principauté sont les membres du jury du prix coup de cœur des lycéens de la Fondation Prince-Pierre, un prix créé en 2007 qui se veut être un véritable projet pédagogique. Le but, évidemment, c'est de les faire lire. De leur montrer que la lecture, ça n'est pas quelque chose de triste, ça ouvre à la vie, ça ouvre aux expériences des autres, et le fait de rencontrer les personnes, bon, sans doute âgées pour eux, mais relativement jeunes, qui écrivent leur premier roman, c'est une expérience que franchement ils n'oublient pas. Tout au long de l'année, sous la conduite de leurs professeurs de lettres, ces élèves se sont penchés sur plusieurs ouvrages avant de sélectionner 5 finalistes pour leur premier roman. Le temps d'une matinée, ils ont pu discuter avec eux, les questionner sur leurs livres, un privilège dont ils ont bien conscience. Je suis une très grande fan de lecture et j'ai jamais eu la chance de pouvoir rencontrer les auteurs des livres que je lis. Et là, franchement, pouvoir leur poser toutes les questions qu'on a et les connaître et savoir si c'était une biographie, s'ils ont déjà vécu l'histoire, etc. C'est extrêmement intéressant et franchement, moi j'ai adoré cette expérience. Je n'étais pas trop une grande fan de livres, mais bon, là, grâce au coup de cœur des lycéens, j'ai pu apprendre à découvrir des différents styles de livres et je trouvais ça très intéressant. Je trouve ça superbe qu'on puisse choisir et avoir cette opportunité de donner un grand coup de pouce aux auteurs. Donc, ouais, vraiment, c'est super. Les auteurs ont également apprécié ce temps de l'échange avec les membres du jury caractérisés par leur fraîcheur et leur jeune expérience. Moi, je suis toujours heureux de discuter avec des lycéens parce que c'est eux qui font vivre quelque part la littérature et qui vont la faire vivre. Ils ont une vision différente, un intérêt aussi pour la lecture qui est différent, qui commence parfois à se faire ou alors qui a vraiment été déclenché un petit peu avant. Et moi, je suis très très heureux de discuter avec eux. C'est très très intéressant d'échanger avec les lycéens, sachant qu'ils ont posé des questions qu'on m'a jamais posées. Pourtant j'en ai fait des rencontres. Hein. Mais oui, il y a une fraîcheur. On sent qu'ils ont bossé leurs questions, donc ils ont bien travaillé leur interview. Il y a une espèce de fraîcheur aussi, et puis il y a une... Ce qui est intéressant, c'est entre ceux qui ont lu le livre et ceux qui ne l'ont pas lu, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas lu aussi. Donc l'idée c'est d'être entre les deux et de pas non tout divulgacher et en même temps de leur donner envie de le lire. Donc non, ils ont fait un sacré travail et ça a été très riche en réflexion. Cette aventure littéraire palpitante et conviviale s'achèvera en octobre prochain par la remise de l'ensemble des prix de la Fondation Prince-Pierre à la Salle Garnier. On connaissait le lieu emblématique du quai Antoine Ier, le Stars & Bar, puis le Conscientiae. Cet établissement change de nom pour s'appeler le Marius, avec dans les cuisines un chef doublement étoilé, Sébastien Sanjou, avec qui Christophe Pacaud s'est entretenu. Bonsoir Sébastien Danjou. Et bonsoir. Ou bonsoir chef, tout simplement un nouveau chef à Monaco, oui. Et pas n'importe lequel, un chef doublement étoilé. Racontez-nous votre palmarès finalement. Oh, palmarès, on va pas parler de palmarès, mais plutôt de parcours. Écoutez, il a commencé dans le sud-ouest, la station de ski de la Mongie, au pied du col du Tourmalet. Il y a de nombreuses années avec une famille issue de restaurateurs depuis 5 générations.
Et puis voilà. Et puis après, la vie m'a amené dans le Var, où j'ai construit une maison qui s'appelle le Relais des Moines, aux Aix-sur-Argence, que je tiens depuis 22 ans maintenant. Puis on a ouvert une très jolie table à Paris au sein de la maison Villeroy, rue Jean Goujon, dans le 8e arrondissement, un endroit extraordinaire. On a la chance d'avoir une étoile également. Et puis voilà, une ferme auberge dans le Haut-Var à la table de Mentonne, un restaurant à Biarritz. Et puis voilà. Puis aujourd'hui, on est là, donc c'est formidable. Ça représente quoi pour vous d'installer Marius à Monaco? C'était un rêve, un fantasme, c'était une envie? Oui, on peut dire un rêve, parce que c'est une principauté, un endroit qui fait rêver le monde entier, qui est un endroit magnifique, prestigieux, où toutes les cultures se croisent, où toutes les cuisines se croisent aussi, tous les concepts. On a la chance ici de trouver des magnifiques restaurants et des prestations qui sont toujours incroyables, que ce soit au niveau de la cuisine, du service, des lieux. Donc oui, c'est un rêve, et donc voilà, écoutez, l'opportunité s'est faite de rencontrer Didier, de rencontrer Marc, qui m'ont appelé pour les accompagner. Et donc je suis très 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 honoré vraiment d'être là aujourd'hui, et puis de préparer cette belle ouverture de ce Marius qui me tient tant à cœur. On va parler de votre carte évidemment qui arrive à point nommé ici. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de poissons, mais c'est la moindre des choses ici, avec des locaux qui vous amèneront, comme les maraîchers d'ailleurs, et poissonniers ou bouchers, les produits pour vous? Oui, tout à fait. On est dans notre terroir, donc là on est dans la Méditerranée, la Provence, bien évidemment l'arrière-pays niçois, et donc on va s'inspirer de ce terroir pour aller chercher tous ces producteurs, ces pêcheurs qu'on peut avoir autour de nous, et puis construire notre carte évidemment avec tous ces acteurs sans qui on ne serait pas grand-chose. Avant de venir, vous croiser évidemment et de revenir, on l'espère, je vais trouver mes artichauts de Provence, je vais trouver mon petit poulpe, je vais retrouver des choses comme ça? Oui, tout à fait, des artichauts à la barigoule, les petits artichauts violets, effectivement, à la barigoule, la daube de poulpe, les encornets farcis à la niçoise, des très beaux poissons grillés que la pêche nous ramènera. Bien sûr. L'aioli, bien évidemment, l'aioli comme on lève en Provence, c'est un grand marqueur qui sera un beau plat à partager avec beaucoup de couleurs et de gourmandises également, et voilà, et plein d'autres choses. Les épaules d'agneau du Haut-Var, confites, glacées, voilà, et toutes ces petites garnitures qu'on va mettre au milieu de la table, là, ça va être sympa, ça va être sympa. Avec des vins à consommer avec modération, mais une très belle carte, on peut l'imaginer. Très belle carte des vins. Oui, c'est aussi ça, Marius, c'est très important. Une très très belle carte des vins, puisqu'on a plus de 400 références, donc c'est un vrai sujet, avec vraiment une carte avec des prix très larges, il y en a un petit peu pour toutes les gammes et toutes les bourses, et avec des choses très pointues et très agréables au juste prix, c'est important aujourd'hui. On parle toujours d'un plat signature, ça fait prestigieux. Pour vous, ce serait lequel? C'est une bonne question, j'ai envie de vous répondre tous, mais allez, j'ai quand même un petit artichaut barigoule, ça me tarde de le faire découvrir quand même. Et souvent, les grands chefs, vous faites partie d'une certaine école. Il y a des gens qui vous ont amené, l'école Bocuse, bien sûr, l'école Ducasse ou autre. Vous, j'ai vu qu'il y avait une petite salade. Jacques Maximin, les gens de la région le connaissent bien. Oui, j'ai un grand attachement à Jacques Maximin, que j'ai la chance de connaître depuis de nombreuses années, qui, je crois pouvoir le dire, est un ami, et un homme pour qui j'ai une admiration sans limite et beaucoup d'amitié et de respect. Et effectivement, la salade niçoise, ça m'a toujours beaucoup fait rire, parce que quand on avait des échanges, c'est pour lui quelque chose de très précis, voilà, qui se fait d'une certaine manière et qui est souvent fait de manière un peu différente, on va dire. Et donc j'ai voulu remettre vraiment celle qui lui tient à cœur et qui est sa salade niçoise, la salade niçoise, celle qui a été actée dans la cuisine de Nissart. Voilà, c'est un petit clin d'œil amical à cet homme que j'aime tant et que j'admire tant. Voilà. J'ai juste une question qui fâche, parce qu'avant de se quitter, bien sûr, chef, l'addition, c'est quelle fourchette environ avec un bon verre de vin? Écoutez, je pense qu'on sera aux alentours à peu près d'un prix moyen, aux alentours des 80 € avec les boissons. Et puis après, on peut y être un petit peu moins, on peut y être un petit peu plus ou beaucoup plus. D'ailleurs, après, ça dépend de si on a le souhait d'aller chercher des pépites dans la cave, et on aura aussi toujours quelques produits exceptionnels, comme les langoustes de Méditerranée, les langoustes de pays. On se réjouit en tout cas de vous retrouver très bientôt. Vous avez reconnu l'adresse, un Port Hercule, ancien Stars & Bars, et vous trouverez Marius et son chef Sébastien Sanjou, qui était notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci chef et bon début. Merci infiniment, bonne journée. On ouvre une page musicale. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était en tournée au Japon du 22 au 29 mai pour y donner 6 concerts sous la direction de leur directeur artistique et musical Kazuki Yamada. Le premier volet de cette tournée avec José Sacré et Olivier Bonello qui étaient sur place. D'Osaka à Yokohama, en passant par Chiba, Nagoya, Kyoto et 2 concerts à Tokyo, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était en tournée au Japon du 25 mai au 1er juin. Cette tournée était une première pour les 100 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, avec leur directeur artistique et musical japonais, Kazuki Yamada. It was quite happy. I was
quite happy, and orchestra was quite happy. It was very good start for the tour. It's a very special moment for me actually. I wanted to bring the OPMC to Japan so long time. Yes. Finally, yes, realistically now we are in Japan exactly. Yeah. But I wished so long time, and finally we are here. And the first concert was such a success, big success. It's a great emotional one. That's it here. Au programme, beaucoup de musique française, Berlioz, Debussy, Ravel, Saint-Saëns, mais aussi Beethoven, l'ouverture de Coriolan opus 62 et le concerto pour piano numéro 3 en do mineur, opus 37 avec un soliste, le jeune pianiste japonais Mao Fujita, une star au Japon. Nous reviendrons prochainement plus longuement sur cette tournée triomphale de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo au Japon. À l'issue du concert à Tokyo, l'ambassadeur de Monaco au Japon a organisé dans un salon du Century Hall un cocktail en l'honneur de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le maestro Yamada, les concertmasters de l'OPMC, quelques jeunes musiciens lauréats de la Rome Foundation. À ce cocktail, le consul honoraire à Tokyo a également pris la parole. On écoute messieurs Didier Gamerninger et Ken Kobayashi au micro de José Sacré. Excellence, est-ce que cette venue de l'OPMC au Japon pour 7 concerts quand même dans 6 villes différentes, est-ce que ça fait un peu figure d'événement? Alors oui, bien sûr, et Maître Yamada, vous l'avez vu, avant le concert à proprement parler, prend la parole pendant une dizaine de minutes, explique quelles sont les œuvres qui vont être proposées au public, et puis il parle de Monaco. Il parle de Monaco en expliquant le pays, en expliquant les concerts au Palais Princier. Et donc la qualité des prestations de l'orchestre et les présentations qui sont faites par le chef d'orchestre contribuent au rayonnement de la principauté. Et on peut dire en ce sens qu'effectivement, l'orchestre est un ambassadeur de la principauté. 今回このモンテカルロフィルは8年ぶりなんですね。前回2018年で、8年ぶりの来日で、東京以外も他もあるんですけれども、私は今晩山田さんの指揮を見てね、非常に感動しました。 On reste dans le domaine musical. À peine rentré du Japon, José Sacré a assisté au récital de piano de Nicolas Horvat, donné dimanche à l'Auditorium Régnier 3 au profit de l'Arche. Voyez son reportage. Frédéric Chopin, Eric Satie, Philippe Glass, Danny Elfman et Joey Hisaishi étaient au programme du récital de piano donné dimanche 2 juin à l'Auditorium Régnier 3 par le pianiste Nicolas Horvat. Pianiste de réputation internationale, né à Monaco, Nicolas Horvat est un artiste généreux qui met volontiers son talent au service des grandes causes. C'est mon éducation reçue à Monaco, je dois vraiment tout à Monaco puisque je viens d'une famille ouvrière et la musique n'était pas dans notre ADN. Et grâce au travail de la Fondation Princesse Grace et aussi de son Altesse Sérénissime Régnier III, qui ont fait cette Académie de Monaco, qui a permis aux jeunes comme moi, qui n'avaient pas les moyens de se payer de tels cours, de pouvoir avoir une formation poussée, vraiment élitiste et qui soit entièrement gratuite. Bien sûr, il fallait faire beaucoup de travail, beaucoup de talent, mais j'ai appris justement la générosité et aussi le don de soi, puisque quelque chose qui était fantastique dans ces années-là, c'est qu'on apprenait donc aux jeunes à donner de leur temps. On faisait beaucoup de petits concerts, que ce soit pour des maisons de retraite. À chaque fois, on nous apprenait justement à pouvoir rendre ce que l'on avait reçu. Ce récital était donné au profit de l'Arche, une association qui vient en aide aux personnes handicapées mentales en leur permettant de vivre presque normalement dans 3 foyers construits à Grasse à leur intention. À la demande étant importante, un 4e foyer est en projet. Ce concert contribuera à sa réalisation. Passons aux prévisions météo avant de refermer ce journal. Quel temps est prévu pour ce mardi, Christina ?
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Du côté du ciel, mardi, des nuages le matin et de belles éclaircies l'après-midi. À noter cependant des passages nuageux pouvant être très denses en cours de journée. Les températures, quant à elles, oscilleront entre 17 et 21 degrés. Demain, nous fêterons les Clotildes. Merci Christina. Monaco Info, c'est aussi des podcasts et les 2 derniers en date à découvrir. La mannequin et actrice française, la Normande Estelle Lefébure, ainsi que le directeur général du Yacht Club Bernard d'Alessandri. On se quitte avec les photos du jour consacrées à la 41e édition du meeting international de natation de Monte-Carlo. Ce sont des photos de Frédéric Nébinger. On se retrouve pour une nouvelle édition mardi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.